du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres réuni en session ordinaire approuve 2 projets portant sur le code de commerce et sur le code de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales. Les ministres de la Santé, des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille visitent les services d'urgence et d'hémodialyse au centre hospitalier national. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel M. Nathan Bellet, directeur des opérations de la Banque mondiale, chargé de la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Cheikh Al-Kebir Ould Moulay Tahar, et du représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, M. Laurent Mselati. À sa sortie d'audience, le directeur des opérations de la Banque mondiale a fait la déclaration suivante. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours de cette audience, nous avons échangé nos points de vue sur les perspectives de développement économique et social de la Mauritanie. Nous avons noté les grandes orientations de politique de gouvernement. Nous avons assuré, Monsieur le Président, le soutien de la Banque mondiale à la mise en œuvre de son programme, notamment dans le domaine de la justice sociale, du développement de capital humain, de la gouvernance économique et de la promotion de l'investissement privé, en faveur desquels nous espérons entre en mesure d'allouer des montants financiers importants, en particulier pour l'année à venir. Ainsi, nous prévoyons d'investir massivement avec environ de 150 millions de dollars au cours du premier trimestre de 2020, notamment dans le Walia de Oud et de la Saba, dans le secteur social, d'eau, développement de villes à potentiel de croissance. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce jour sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adopté 2 projets de loi, dont l'un portant code de commerce et l'autre portant sur le code de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales. Le Conseil a suivi plusieurs communications présentées par des membres du gouvernement. Donc voici le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Rabia Deda. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 19 septembre 2019 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Au projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 2015-032, abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2000-005 du 18 janvier 2000 portant code de commerce. Le présent projet de loi vise à lever certaines difficultés liées aux articles 116 bis et 205 du Code de commerce tels que modifiés en 2015. Il devra permettre d'une part de conserver l'indépendance de la profession des notaires et d'attribuer aux avocats la compétence de rédiger les contrats relatifs aux fonds de commerce tout en simplifiant d'autre part les procédures de création des sociétés qui offrent le prototype adéquat des petites et moyennes entreprises. Le projet de loi portant code de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales. Le présent projet de loi vise à combler un vide juridique ressenti comme une urgence pour l'organisation de la structuration du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture continentale. La valorisation du potentiel que recèle le dit sous-secteur permettra de créer d'importantes opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, contribuant ainsi de façon efficace à la lutte contre la pauvreté, la malnutrition et la migration des populations de leur terroir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et le ministre de l'Économie et de l'Industrie ont présenté une communication conjointe relative à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans l'enquête démographique et de santé. Cette communication propose de saisir l'opportunité offerte par l'enquête démographique et de santé en cours de préparation pour approfondir son module handicap, pour y intégrer des données désagrégées prenant en compte les besoins spécifiques de cette importante catégorie des citoyens. La disponibilité de chiffres désagrégés et fiables en la matière permettra de proposer des actions intégrées fixant les priorités du groupe social concerné et d'outiller les acteurs pour jouer leur rôle dans la mise en œuvre d'une véritable politique d'inclusion des personnes handicapées. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a présenté une communication relative à la promotion de l'autonomisation inclusive des monitrices formées au centre de formation de la petite enfance. Cette communication évalue le dispositif de formation en matière de la petite enfance et propose de transformer le centre dédié à cet effet en centre de formation des affaires sociales. Ce nouveau centre devra assurer la formation continue du personnel du département chargé des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et doter tous les acteurs de développement social de ressources humaines qualifiées. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à l'impact environnemental des projets d'exploitation du sable noir sur le littoral mauritanien. Cette communication fait le point sur la situation et les enjeux de l'exploitation durable des réserves de nos zones côtières en sable noir qui constitue une substance minérale utilisée en quantité croissante dans différentes industries de pointe. Elle propose également un train de mesures tendant à garantir la mise en place des conditions nécessaires pour la valorisation de cette ressource de façon sûre et rentable, aussi bien du point de vue environnemental qu'en termes économiques et sociaux. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés aujourd'hui lors du point de presse hebdomadaire par M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, et le ministre de la Justice, M. Haïmoud Ould Ramouane, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Ould Chrouqa, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Nene Oumou Dafakan, et la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekay. Une conférence de presse que vous pouvez suivre juste après ce journal. Le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Boudda Cheikh Sidiya, a reçu en audience aujourd'hui à son bureau à la primature à Nouakchott M. Nathan Bellet, directeur des opérations de la Banque mondiale, chargé de la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. La rencontre a abordé les aspects de la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale et les voies et moyens de développer et de renforcer davantage cette coopération. L'audience s'est déroulée en présence de M. Cheikh El-Kebir Moulay Tahar, ministre de l'Économie et de l'Industrie, et Mme Fatima Toument Dahi, directrice de cabinet du Premier ministre. Les ministres de la Santé, des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille ont effectué une visite au service des urgences et d'hémodialyse au Centre hospitalier national. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de la situation des patients et sensibiliser le personnel sur la nécessité d'offrir aux malades des soins de qualité. Bokar Baylaba. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et celui de la Santé se sont informés sur le fonctionnement de deux services médicaux, les urgences et le service néphrologie et hémodialyse. Pilier central de tout établissement hospitalier, le service d'urgence est en charge de l'accueil et de soins des personnes qui sont présentes d'elles-mêmes à l'hôpital ou qui arrivent via les services de secours. Quelle que soit l'urgence, vitale ou non, le rôle de ce type de service hospitalier est simple: accueillir tout type de patient 24 heures sur 24. Justement, les patients ont affirmé qu'ils attendent beaucoup des pouvoirs publics pour le renforcement de la qualité des soins de santé. Dr Nene Khan et Dr Mohamed Nadir Ould Hamed se sont également rendus au service néphrologie et hémodialyse. Le travail consiste à nettoyer le sang des patients lorsque les reins ne fonctionnent plus normalement. En d'autres termes, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'éliminer l'excès d'eau, les sels et les déchirissants. Comme vous le savez, c'est une instruction des pouvoirs publics de prendre les indigents dans nos structures d'une façon adéquate
et de leur prodiguer des soins de qualité. Donc c'était pour s'enquérir de ces instructions et de leur applicabilité que les deux ministres ont visité aujourd'hui le centre hospitalier national. Donc ils ont visité le service des urgences et le service d'hémodialyse, où vous savez que ces deux services sont à 80% visités par les malades indigents qui n'ont pas de prise en charge, mais l'hôpital fait tout pour s'acquitter de cette obligation de prodiguer des soins à tout malade. Donc, ils ont eu à visiter les malades au sein des services des urgences qui ont donné leur impression et qui sont satisfaits de la prise en charge. Aussi bien au service de l'hémodialyse, les malades aussi ont exprimé leur satisfaction pour la prise en charge et ont demandé un peu plus d'attention. Donc, les deux ministres ont pris note de cela et vont veiller à ce que la prise en charge des indigents soit complète et dans de bonnes conditions. Accueillir les patients avec efficience et offrir des soins de qualité, tel est désormais le leitmotiv des départements en charge de la médecine hospitalière. La mise en place d'une banque de données géographiques sur l'aménagement du territoire a fait l'objet aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de formation. La rencontre est animée par des experts dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous dit Aminata Khan. Accélérer la mise en place des outils fondamentaux en vue d'une meilleure maîtrise de nos territoires. C'est dans cette perspective qu'est organisée cette journée intitulée « L'importance des bases de données géographiques dans l'aménagement du territoire ». Supervisant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire s'est exprimé. L'importance de l'aménagement du territoire dans la conduite des politiques publiques pour une gestion efficiente et rigoureuse des territoires n'est plus à démontrer. Cette volonté d'aménagement du territoire est aujourd'hui au cœur de nos priorités, dans un souci d'équité, mais également d'utilisation rationnelle des ressources et de planification stratégique. C'est une orientation majeure de notre stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, mais également un des axes forts du programme du président de la République. La rencontre d'aujourd'hui vise à mettre en exergue l'importance de ces outils à travers les 4 thèmes suivants. Premièrement, la géodésie spatiale comme outil de mise en place d'un référentiel planimétrique. Deuxièmement, les mesures gravimétriques et les modèles de géoïdes comme outil de mise en place d'un référentiel altimétrique. Troisièmement, l'apport de la télédétection dans l'aménagement du territoire. Et quatrièmement, les systèmes d'information géographique comme outil d'aide à la prise de décision. Mesdames, Messieurs, les présentations retenues qui seront dispensées par des experts reconnus en la matière serviront, je l'espère, à la vulgarisation de ces différents outils auprès de vous et de nos différentes administrations qui en sont les potentiels utilisateurs. Des exposés ont été présentés à l'assistance sur l'importance des bases de données géographiques dans l'aménagement du territoire pour permettre aux participants d'en tirer profit. Son Excellence M. Daman Mohamed Hammar a présenté aujourd'hui au Palais de Carthage au président tunisien par intérim M. Mohamed Nasser les lettres de l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République tunisienne. À l'issue de la cérémonie de présentation de ces lettres de créance, le président tunisien a accordé une audience au diplomate mauritanien. La présentation de ces lettres de créance s'est déroulée en présence côté tunisien de Khmei Jinaoui, ministre des Affaires étrangères, et Mme Yousra Soueidane, conseillère du président tunisien, et côté mauritanien, le conseiller de l'ambassade en charge des questions culturelles. Nous vous laissons à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines de nos localités durant ces dernières 24 heures.
L'hôpital militaire d'Alleg est devenu depuis quelques semaines une destination privilégiée des habitants de la wilaya du Brakna. Les patients y trouvent des consultations et soins de qualité en plus d'interventions chirurgicales urgentes. Compte rendu Mohamed Lemel Bakar. Véritable bouffée d'oxygène pour l'hôpital d'Alleg, l'hôpital militaire de campagne ne désemplit pas de patients depuis qu'il a érigé son camp dans la capitale du Brakna. Cette structure médicale, la première du genre dans les pays, renferme diverses spécialités médicales. Mieux, les consultations et les médicaments qu'elle dispense sont gratuits. Une aubaine pour les nombreux usagers issus du reste des milieux pauvres. Plusieurs pandémies sont traitées ici, mais les plus fréquentes demeurent le paludisme et la diarrhée en raison de la saison des pluies. Les hommes et les femmes qui se sont fait consulter ressortent très satisfaits de leur prise en charge par leurs concitoyens en tenue, qui, malgré la forte pression, font preuve de patience et surtout d'humanisme à l'endroit des patients, assure-t-il. La réputation de cet hôpital de campagne a très vite dépassé les frontières du Brakna, à telle enseigne que des malades débarquent des wilayas voisines pour un problème de fracture ou pour procéder à une césarienne. Cette femme atteste en effet que la structure reçoit des malades venant des wilayas de l'Est, du Sud-Est et du Sud. Cet hôpital était réellement indispensable, affirme cette patiente, qui déclare avoir été prise en charge entièrement et gratuitement, tant en ce qui concerne les consultations, les examens bio et l'octroi des médicaments. Depuis son installation à Alleg, il y a moins d'un mois, l'hôpital de campagne a procédé à 4000 consultations qui ont englobé la médecine générale, la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie, la stomatologie et l'ophtalmologie. 700 opérations chirurgicales ont été par ailleurs effectuées. 100 personnes hospitalisées, plus de 1000 malades ont subi des examens biologiques et 500 autres ont passé des examens radio. Cette structure médicale originale gagne au fil des jours l'estime et la considération des citoyens, surtout de l'intérieur. Cap sur la ville de Choum, qui se trouve sur le parcours de la ligne de chemin de fer qui relie Zouérat au port de Nouadhibou. L'équipe d'El Mauritania sur place a tendu son micro aux habitants de la ville pour entendre leurs préoccupations. Synthèse d'Aminata Khan. Nous avons tendu le micro aux habitants de la commune de Choum qui ont exprimé leurs doléances. Pour ce citoyen, il est urgent de régler la confusion administrative qu'il y a entre la commune de Choum et celle de Taouaz, en plus du manque d'électricité. Cette dame met l'accent sur le manque d'enseignement fondamental dans la commune de Choum. Pour cet homme, le véritable problème des habitants de cette localité est la rareté du liquide précieux. Pour cette résidente de Choum, 2 secteurs vitaux sont quasi inexistants à Choum. Elle cite un centre hospitalier bien équipé et adéquat, dispensant des prestations aux malades et une école fondamentale qui doit fournir un enseignement de qualité aux apprenants. Cet homme nous a confié que les habitants de Choum sont étranglés par la soif et qu'il est impératif de trouver une solution à ce problème. Ces dames ont mis l'accent sur les problèmes précités par leurs concitoyens, à savoir le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'enseignement dans cette localité. Direction à présent la wilaya du Tagan, plus précisément le centre hospitalier de Tijikja, où malgré la campagne de sensibilisation sur l'urgence d'offrir aux patients des soins de qualité, les malades déplorent de nombreuses insuffisances. Le centre hospitalier signale un déficit en personnel, un manque de médicaments et de matériel. Rabia Adeda. La ville de Tijikja dispose d'un centre hospitalier où viennent se soigner les habitants de la wilaya du Tagan. Malgré les différents services qu'offre cette infrastructure sanitaire, les citoyens de la wilaya font état de plusieurs problèmes. Cette femme nous confie que les médicaments étaient vendus par les plantons et commerçants de la ville de Tijikja.
chose inadmissible selon elle. Quant à cette femme, elle déplore le manque de médecins spécialistes et la cherté des soins en affirmant qu'elle n'a pas les moyens de se soigner. Pour cet homme, pour évacuer un malade, il faut payer 70 000 ouguiyas pour l'ambulance, chose qu'il trouve anormale. Quant à cette femme, elle demande la présence de chirurgiens pour effectuer les opérations dans ce centre hospitalier. Elle déplore les conditions d'hospitalisation. Il faut un climatiseur dans la salle d'hospitalisation. Nos malades souffrent de la chaleur, conclut-elle. Dr Sal Mortar, directeur adjoint du centre hospitalier de Tijekja, affirme que l'hôpital dispose d'un service de pédiatrie, un service d'urgence, un service d'hémodialyse, d'un laboratoire, de salles de consultation, de salles d'hospitalisation, d'un service de gynécologie et d'une pharmacie. Il ajoute qu'ils ont les médecins sur place, comme les dentistes et les sages-femmes, et les techniciens en laboratoire et tout le staff nécessaire à son bon fonctionnement. En ce qui concerne le prix de l'ambulance, il n'est pas fixé par l'hôpital, affirme-t-il. Il a ajouté que la pharmacie de l'hôpital dispose du stock nécessaire. Il faut rappeler que la capacité du centre hospitalier de Tijekja est de 50 lits répartis entre les différents services. Voilà qui va faire ce journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République reçoit en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale chargé de la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire, approuve 2 projets portant sur le Code de commerce et sur le Code de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales. Les ministres de la Santé, des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille visitent les services d'urgence et d'hémodialyse au centre hospitalier national. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.